Bonjour, bienvenue à nos invités. Nous allons vous parler de la relation client, des nouveaux espaces de la relation client et du document dans tous ses états. Et pour cela, nous avons invité Loïc Lefebvre du groupe Diffusion Plus, Sylvie Joseph du groupe La Poste, Charles Deck de la société NMC et Evelyne Maisonneuve de Editic Media Service. Je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît. Sylvie. Effectivement, je représente aujourd'hui le groupe La Poste. Le groupe La Poste, donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quatre métiers différents. Donc la banque, les bureaux de poste qui délivrent les prestations des 3 autres métiers. Et les deux métiers restants sont le colis. Et puis, bien sûr, celui qui est le plus concerné aujourd'hui par nos débats, c'est le courrier, avec notamment ses filiales DocaPost, Mediapost et ViaPost qui fait également de la logistique, aujourd'hui beaucoup de logistique, pour le e-commerce en particulier. Merci Sylvie. Evelyne. Donc, Evelyne Maisonneuve, je représente la société Editic Media Service, juste un petit peu plus petite que La Poste, juste un peu. Pardon. Donc nous sommes une société de services spécialisée dans la gestion documentaire, notamment tout ce qui est lié à l'éditique en particulier. Donc nous sommes basés à Bordeaux et à Rennes et nous travaillons globalement au niveau sur le territoire national quand même avec nos clients. Voilà. Nous intégrons des solutions et apportons des réponses aux véritables questions de nos clients. Merci. Loïc. Bonjour, Loïc Lefebvre. Donc je représente le groupe Diffusion Plus, qui est un groupe qui va bientôt fêter ses 30 ans, qui a été créé en 1985 et qui est un groupe qui a entamé un virage en 2006 de l'industrie vers le service, qui vient du monde du routage pour aujourd'hui aller dans le document dans tous ses états, cross-canal, multicanal, omnicanal. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour apporter le témoignage d'un industriel qui doit et qui a entamé une migration très forte vers le service. Merci Charles. Bonjour, donc moi je représente une petite société, beaucoup plus petite que La Poste, qui s'appelle NMC. Et en fait, l'objet de notre société, c'est de faire que les rêves du marketing deviennent la réalité des routeurs et des clients. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. C'est une excellente chose. Sylvie, est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie relation client, la relation client comme stratégie d'entreprise? Alors effectivement, et ça permettra d'ailleurs de replacer le document dans son état, à défaut de tous ses états, la relation client aujourd'hui pour l'ensemble des entreprises, qu'elles soient d'ailleurs moyennes, petites ou très grandes, ça fait partie véritablement de leur leitmotiv et de plus en plus du cœur même de leur stratégie avec l'innovation. C'est les 2 moteurs de la croissance pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il est beaucoup plus rentable, on le sait depuis longtemps, d'augmenter la valeur de ses clients sur le long terme que d'aller en permanence en rechercher des nouveaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas faire un peu de prospection, tout de même. Mais néanmoins, je vais vous donner juste un exemple que je connais bien, donc au courrier. Les clients du courrier qui sont là depuis 3 ans, en moyenne générale, consomment et dépensent 3,5 fois plus qu'un nouvel entrant. Donc vous voyez tout de suite que ça a effectivement beaucoup plus d'intérêt de capitaliser sur ses clients et de les traiter le mieux possible, c'est-à-dire de mieux comprendre leurs attentes et d'y répondre le mieux possible. Et qu'est-ce qu'en attendent finalement les clients de cette relation client, donc qui leur est propre? Qu'est-ce qu'ils en attendent eux? Alors aujourd'hui, il n'y a même plus de distinguo, il y en a peut-être eu dans le temps, je ne sais pas, mais il n'y a plus de distinguo entre les clients B2B, que nous traitons nous plus particulièrement aujourd'hui autour de la table, et les clients B2C. En fait, l'attente majeure des clients, quels qu'ils soient, c'est d'être totalement reconnus pour ce qu'ils sont, donc reconnus dans leurs attentes et leurs besoins, et que l'on s'adapte en tant qu'entreprise à ce qu'ils souhaitent que nous fassions pour eux et qu'on ait les meilleures offres, produits et services pour répondre à leurs besoins. Et quand on s'adresse à des entreprises, évidemment qu'on serve leurs propos de croissance, leurs propos de gestion, etc., au meilleur coût, souvent, meilleur rapport qualité-prix. Donc il y a un vrai sujet de capacité pour les entreprises qui délivrent du service comme les nôtres, d'arriver à identifier très précisément leurs besoins. Et donc l'outil de connaissance client aujourd'hui, il est majeur dans l'organisation des entreprises. Et là aussi, quelle que soit leur taille, parce que j'entendais réagir sur les différences de taille, en fait, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment être beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Et donc pour ça, il faut savoir ce que l'on attend de nous
Et d'ailleurs, plus on est petit, c'est presque plus facile. Et comment, comment est-ce que l'on peut mesurer finalement cette approche client? Alors, d'abord, il faut mettre en place quelques petits outils et il faut d'abord savoir identifier son client. Donc, en général, il a un petit numéro qui permet effectivement de le reconnaître quand il passe à l'acte d'achat, quel qu'il soit, ou à la mise en œuvre de la prestation. Donc, ça, c'est un premier point. Et ça, c'est quand il est dans l'acte transactionnel. Après, il a des tas de comportements, qu'ils soient là aussi entreprises ou particuliers, qui ne sont pas forcément dans l'acte d'achat, mais qui travaillent sur la réputation de l'entreprise en bien ou en mal. Et aujourd'hui, il faut savoir aussi traquer tout ça pour pouvoir y répondre. Je ne vais même pas parler de le piloter parce que c'est assez compliqué, mais de pouvoir se positionner et de pouvoir y répondre. Et notamment, tout le digital a ouvert ce champ-là. Mais la capacité à traquer l'information en temps réel et à la restituer et à l'analyser intelligemment et à la croiser avec toutes les sources est majeure. C'est pour ça que l'enjeu de la data, enfin, l'enjeu de la donnée et de l'analyse de la donnée est un des très très gros enjeux qui sont devant nous. On parle beaucoup d'un mot connu, big data, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs. Le vrai sujet, c'est d'avoir les bonnes compétences pour pouvoir analyser toute la donnée que l'on capte, parce qu'en fait, on en capte beaucoup, les uns et les autres. Mais on ne sait pas correctement la croiser, on ne sait pas forcément l'analyser. Et alors le document dans tout ça, donc dans la relation client, comment s'intègre le document? Et puis finalement, de quoi parle-t-on? C'est quoi le document pour vous? Je dirais qu'en fait, aujourd'hui, je ne parlerai plus de documents en tant que tel, mais je parlerai plutôt d'information ou de communication, en fait. Puisque avec l'arrivée des nouveaux canaux, en fait, je pense qu'il faut oublier le terme du document, même s'il a un sens, pour autant, qui est souvent rattaché au papier d'ailleurs. Mais on voit bien que le document a un côté statique et relativement impersonnel, alors que la communication, elle est véritablement ciblée et a un sens, et globalement, elle est bilatérale. Donc vous décorréleriez totalement le contenu finalement du support. Tout à fait. Donc le document n'est plus simplement un support. On peut le dire comme ça. C'est un véhicule qui va servir à transporter, plus qu'un document, un message client. Et le message client, on peut prendre tout un tas de formes dans un monde avec une diversité des canaux qui est absolument extraordinaire. C'est vrai que le document va avoir quand même une connotation à se rattacher au papier, alors qu'aujourd'hui, un message client va pouvoir être délivré au travers d'une page web, au travers d'un message SMS, d'un voicemail personnalisé, d'un document papier bien sûr. Mais je suis d'accord avec Evelyne, on parle, nous, plus de message client. Cela étant tout de même, on est aussi dans un monde où les deux mondes, le physique et le numérique, ont tendance à se mélanger de plus en plus. Et on a la chance de voir le papier, justement, qui s'imprègne de plus en plus de digital, à la fois dans sa forme et aussi dans des choses qui sont donc greffées sur le papier et qui permettent d'enrichir le contenu en allant directement sur un contenu numérique, dans la continuité de la lecture et du parcours de lecture, de communication, justement, du client enfin, ou du prospect. Tout à fait. On ne parle plus d'un document, mais d'une multitude de documents, et je crois que l'enjeu, ça va être d'arriver à cristalliser la finalité d'une relation client qui aurait été initiée par du virtuel ou par du physique, pour qu'il puisse se reconnaître au final dans cette communication. Donc là, vous allez vers la personnalisation en fait des messages. La personnalisation et le fait qu'on puisse s'y reconnaître, parce qu'on parle de choses, tout à l'heure on parlera de cross-média, des choses comme ça, on peut parfois s'y perdre. Et le client peut s'y perdre aussi, ne plus se retrouver dans une multitude d'offres s'il ne se sent pas reconnu comme étant client essentiellement. Est-ce que cette notion de cross-média, vous pourriez la préciser? Parce que nous sommes passés finalement de la notion de multicanal, donc ça, tout le monde sait à peu près maintenant de quoi nous parlons, puis à la notion de cross-média, et puis depuis un an et demi maintenant à l'omnicanal. Je pense qu'il est peut-être intéressant pour notre public de préciser ces notions, ces concepts. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus loin dans le détail de ce que cela représente pour vous et pour vos activités? Tu m'as posé la question il n'y a pas très longtemps, entre la dématérialisation et le cross-canal. C'est quoi la différence? Je t'ai résumé ça en disant,
aujourd'hui, en étant un peu provoque, la dématérialisation, c'est pour moi de la destruction de valeur. En fait, on va utiliser des principes un peu écologiques ou de facilité pour au final économiser de l'affranchissement, si on est clair, le but étant de faire des économies. Et là, on dématérialise. Le cross-canal et la définition qu'on s'est proposée, c'est simplement un workflow dans lequel il va y avoir des rebonds. Sylvie en parlait parfaitement. On a parlé pendant des années de web to print. Ce que Sylvie a illustré avec l'exemple juste avant, c'est qu'aujourd'hui, on parle de print to web. C'est-à-dire que le papier est probablement l'un des meilleurs vecteurs permettant d'amener le client final sur le web. En tous les cas, certains acteurs du web, des pure players, comme on les appelle, du commerce, l'ont bien compris, puisqu'ils sont quelques-uns à avoir utilisé le papier pour réactiver des fichiers de clients qui étaient inactifs depuis 6 à 12 mois. Et ils se sont aperçus bizarrement, alors eux, ils ont la chance de pouvoir extrêmement bien cibler, et en général, ils analysent bien leurs data, et donc ils savent personnaliser et donc maximiser leur retour. Mais ils se sont aperçus qu'effectivement, ils avaient de bien meilleurs retours avec le papier qu'avec le digital, sur ce même type d'opération, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, pour donner un exemple en fait, de ce que vous citiez du papier qui ramène vers le digital, donc vers le web, je vous ai amené un magazine américain, American Printer. Donc, c'est un magazine qui a été racheté par le groupe Outputlinks il y a quelques années et qui est entièrement personnalisé. Donc, dès la couverture, vous vous retrouvez, donc vous recevez votre magazine avec, donc bon là, en l'occurrence, donc moi, avec un message. C'est plutôt bien, vu que le magazine m'était dessiné. Je l'ai bien reçu. Un message qui m'est dessiné. Et que ce soit en couverture comme à l'intérieur du magazine, des petits codes barres qui vous permettent en fait d'aller directement vers une page web destinée donc à vous donner soit une promotion pour acheter quelque chose, soit un message qui vous est destiné. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment dans ce monde qui ramène le papier vers le digital. On va même aller plus loin, vous avez raison, et c'est pour revenir d'ailleurs à votre question d'origine, multicanal, cross-canal, oui. Omnicanal. Pour faire très très simple et très rapide, le multicanal, on a plusieurs canaux mais en silo et on utilise les uns et les autres parallèlement. Le cross, on a essayé de faire des passerelles de l'un à l'autre tant bien que mal, et avec un vrai souci de système d'information d'ailleurs, on en reparlera peut-être après, et d'organisation des entreprises. Et puis l'omnicanal, c'est un peu le Saint Graal, c'est effectivement, il n'y a plus de rupture dans les parcours clients ou les parcours de lecture ou les parcours d'achat. On passe du physique au digital, du digital au physique, et quelle que soit la forme du physique d'ailleurs, ou quelle que soit la forme du digital, et on le fait de manière extrêmement fluide. Alors ça nécessite évidemment une réforme très profonde et des systèmes d'information, pour ceux qui ne sont pas nouvel entrants en termes d'entreprise, en création d'entreprise, qui ont des histoires derrière eux, et ça demande aussi une organisation très différente de l'entreprise et des différentes directions. Néanmoins, on va aller même encore plus loin, puisque nous, on travaille sur des sujets qui sont, par exemple, de rendre le document totalement communicant, donc avec des contenus enrichis comme ça, mais qui permettent aussi d'aller directement sur les tunnels d'achat, c'est-à-dire vous voyez un produit, vous cliquez ou vous saisissez un code, voilà, quel que soit votre équipement de smartphone ou de tablette, par exemple, et vous rentrez directement sur le tunnel d'achat du site de e-commerce ou de la marque, si elle vend en ligne, du produit en question. Et donc, pas de rupture entre l'envie et la transaction. Voilà, exactement. Donc ça, c'est très proche de sortir. Alors, techniquement, parce que bon, c'est génial, on est en plein dans la relation client. Bon, mais techniquement, ça se passe comment, Evelyne ? Ce que je peux dire au niveau des systèmes d'information, c'est qu'aujourd'hui, les DSI sont confrontés quand même à des problématiques où elles doivent mettre en place des solutions qui sont industrielles, parce qu'il faut faire baisser les coûts, mais pour autant, il faut créer des nouveaux services ou des nouveaux produits pour augmenter les revenus. Donc, il y a des solutions techniques, heureusement, aujourd'hui sur le marché qui sont prêtes, mais de façon générale, il faut aborder la communication de façon transverse dans les entreprises et repenser globalement la conception de la communication. Donc, il y a des outils qui permettent de le faire, on ne va pas les citer ici, sinon je vais me faire fâcher par d'autres, on ne sait jamais. Pour autant, dans la communication, il y a véritablement une conception qui s'adresse au papier
et il y a une conception pour tous les canaux électroniques. Donc on peut s'appuyer sur des outils du marché pour répondre à cette problématique. De plus, les systèmes doivent aussi gérer des problématiques supplémentaires qui n'existaient pas auparavant. Donc il faut gérer les échecs d'envoi pour pouvoir rebondir justement sur d'autres canaux et ne pas créer de rupture par rapport à l'information ou la communication qu'on veut passer au client. Mais il faut aussi assurer l'intégrité et la sécurité des données qu'on met aussi dans les communications. Par exemple, je sais pas, certaines factures servent de justificatif pour certains organismes, justificatif de domicile ou autre. Il faut pouvoir maintenant mettre en place des solutions qui vont permettre d'assurer l'intégrité des données qu'on va faire porter dans ces documents. Donc là, on est vraiment dans le monde logiciel qui permet en fait de servir la communication. Tout à fait, tout à fait. En termes de prestation de service, Loïc, donc comment est-ce que l'on peut finalement argumenter cet autre pan du métier? Alors, d'un point de vue technique, aujourd'hui, j'ai envie de dire, les technologies ont évolué tellement vite ces dernières années qu'il n'y a quasiment plus de limites. Pour illustrer ce que disait Evelyne, il y a eu l'avènement de la couleur, de l'impression numérique variable, qui a considérablement aidé les organisations à aller dans le cross-canal, parce que d'un seul coup, j'avais un document qui pouvait être publiable sur le web, qui pouvait s'imprimer en couleur. Donc j'avais, pour les spécialistes, une composition de documents qui était unique, avec différents drivers de sortie. Non, l'enjeu, c'est vraiment d'apporter les passerelles entre le big data qu'évoquait Sylvie, c'est-à-dire on a des possibilités de faire des choses extraordinaires. Charles va évoquer avec nous tout à l'heure les enveloppes personnalisées qui va donner un certain nombre de choses. Simplement, qu'est-ce qu'on y met dessus, comment on les met, et notre enjeu à nous, c'est de créer les applicatifs et de faire en sorte que les rêves des clients puissent se transformer. Mais je dirais d'un point de vue technique, sur le salon, il y a un certain nombre de constructeurs qui sont là avec des innovations et des nouveautés qui sont extraordinaires. Donc, je pense que nous, en tant que prestataires, il faut qu'on apporte des solutions, il faut qu'on remonte dans la chaîne de valeur. Il faut quasiment qu'on soit une société de conseil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans ce métier de la gestion de la donnée variable depuis des décennies. Ça fait en ce sens une petite différence avec une agence qui va raisonner sur un dispositif de communication globale. Nous, on a une chance, c'est qu'on connaît la data variable, on sait la manipuler, il faut simplement créer les applicatifs qui sont autour, de façon à ce que les clients puissent donner du sens à leur communication. Charles, au niveau du hardware, comment est-ce que vous répondez finalement à ces besoins-là? Alors nous, on a une chance, c'est qu'on est une toute petite entreprise. C'est vrai, Sylvie, que c'est beaucoup plus facile à manipuler. Et on n'est dans aucun cadre. On est issu d'univers totalement variés, qui sont la prestation de services me concernant, qui sont l'ingénierie pour un troisième composant, et qui sont l'informatique pour un quatrième composant. On est parti d'un constat, c'est que, comme le disait Loïc, aujourd'hui on n'a quasiment plus de limites, si ce n'est la base de données du client et la façon de la mettre en œuvre. Il y a quelques années, on avait travaillé sur un concept assez novateur qui permettait déjà de fabriquer une enveloppe qui était personnalisée. Et on s'est heurté à ce que soulevait encore une fois Loïc, très justement, comment est-ce qu'on va mettre ça en musique? Donc nous sommes partis de ce constat pour recréer quelque chose où nous allons faire de la conception de logiciels qui va permettre de s'intégrer, de s'interfacer dans ce qui existe aujourd'hui. Et on va faire en sorte que l'enveloppe devienne une partie variable au même titre que n'importe quelle partie du mailing. Et ça d'une façon très simple, parce que si vous avez vu sur le salon, il y a d'autres choses qui se font comme ça, mais on va le faire de la façon la plus simple possible. Evelyne tout à l'heure parlait d'intégrité du mailing, on aura une intégrité qui sera native. Alors effectivement, on va rajouter des codes 2D pour, encore une fois, vérifier, ceinture et bretelles, mais de façon native, on aura une intégrité parce que le document enveloppe sera dans la chaîne numérique de tout le process d'impression. On n'aura plus à faire de mariage. D'accord, vous nous avez parlé lors de la préparation d'enveloppes porteuses de sens, et je sais que vous nous avez apporté quelques exemples. Oui, je n'ai pas pu résister. Si vous voulez bien les partager avec nous. En fait, comme on devient dans l'extrêmement variable, on peut imaginer faire un peu n'importe quoi. Donc, on va avoir un flux numérique dans lequel, alors là, on s'est un petit peu amusé au niveau du marketing. Imaginez cette enveloppe qui, en fait, n'est pas un recto-verso, mais c'est juste un recto, il n'y a plus qu'un côté. On va pouvoir faire une petite phrase, alors quand elle sera en mode...
quand elle sera en mode plié, la personne qui va la voir dans sa boîte va voir bonjour, merci personnalisé, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Et puis en retournant l'enveloppe, il aura la tête de quelqu'un qui est heureux, qui lève les bras au ciel, et puis le petit message pub qui va bien avec pro-business, blablabla. Donc on pourra tout personnaliser. La seule limite, c'est la richesse de la base de données du client en face. Intérieur, extérieur. Il n'y a plus d'intérieur, il n'y a plus d'extérieur. Vous avez tous vos documents qui sont en numérique et qui sont interfaçables l'un avec l'autre. L'enveloppe porte le sens. Notre idée de base, c'était de mettre de la valeur ajoutée sur un conteneur. Et une vraie valeur ajoutée. Beaucoup d'échanges, vous avez eu beaucoup d'échanges, notamment dans la préparation. Il y a ce mot transpromo qui est apparu à un moment donné. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est qu'on s'est battu pendant des années pour expliquer et pour prouver que le document personnalisé, à l'intérieur, le contenu, s'il était bien travaillé, s'il était personnalisé, one-to-one, il permettait d'avoir un impact extrêmement fort. Je pense que Sylvie en parlera tout à l'heure. Ça y est, il y a des choses qui bougent dans la mesure d'audience, parce que on est aujourd'hui dans l'enjeu du ROI et de la mesure d'audience. L'enveloppe personnalisée, c'est juste, on a porté le concept du contenu au contenant, et le contenant devient aussi personnalisé, c'est-à-dire qu'on donne du sens à un document qui, en principe, en général, dans les 3 premières secondes de sa vie chez le client, part à la poubelle. Ce qui est très intéressant, et là je mets plutôt ma casquette d'ancien annonceur, c'est qu'on peut varier les formes, je ne vais pas dire à l'infini, mais pas loin, qu'on peut effectivement varier les messages, donc extrêmement ciblés, tout en ayant des coûts tout à fait raisonnable, ce qui était un vrai problème il y a encore 5 ou 10 ans. Et c'est pour ça que le one-to-one, on l'avait contourné et on faisait au mieux du one-to-few, mais bon, il y avait ce problème de coût. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il n'existe plus, mais enfin, il a tendance à complètement disparaître. Et finalement, en faisant ce genre de choses, on se rapproche beaucoup de la souplesse des médias digitaux aussi. Parce que quand on fait varier, par exemple, des bannières en fonction de leurs résultats, on peut le faire quasi en instantané. Mais là, on n'en est plus très très loin non plus. Il y a certes le problème de la diffusion par la poste donc l'impact client et sa réaction. Mais enfin, ça peut être effectivement maintenant réduit à quelques jours. Et il n'est pas impensable qu'on fasse nous-mêmes encore des progrès. Comme Sylvie a dit, je vais prendre ma casquette d'ancienne agence, je vais lui remettre la casquette actuelle. Le coût d'une enveloppe comparé au coût du timbre est tellement faible. Qu'il y a des choses extrêmement intéressantes à faire. Et justement, avec ce type de technologie, le prix de l'enveloppe monte ou baisse? L'intérêt, c'était de le faire baisser. Vendre quelque chose qui est hors marché aujourd'hui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on peut dire que l'enveloppe personnalisée reviendra même moins cher qu'une enveloppe neutre. Tout simplement parce qu'on part d'un produit qui est très simple et que toute la valeur ajoutée de la manufacture va rester au prestataire de service. Si, ça y est. Ça marche. Le prestataire de service compte-t-il utiliser ce genre de technologie? Et pourquoi faire, du coup? Le prestataire de service, il dit surtout que ce n'est pas tellement une question que cette enveloppe soit moins chère que celle actuelle. Simplement, le prestataire de service, il dit que là, il y a un nouveau modèle économique à créer et que le prestataire, en ce sens, peut devenir agence de publicitaire et il peut aller proposer à des annonceurs des espaces de communication nouveaux avec des business models nouveaux dont je peux vous assurer que les premières expériences qu'on a faites chez nous démontrent que c'est beaucoup plus valorisant et il y a beaucoup plus de marge et de valeur à créer dans ce genre d'approche que d'imprimer et de mettre sous pli. Dans des systèmes effectivement tripartites ou multipartites et des business models avec des coûts mutualisés, partagés, et donc beaucoup plus intéressants pour l'ensemble des partenaires. Et aussi, il ne faut pas l'oublier quand même, de la personnalisation pour tous ceux qui se retrouvent sur l'objet ou le document, éventuellement même avec la base de ciblage de celui qui porte en fait le message de fond. Donc c'est extrêmement intéressant pour tout le monde. Et normalement, si on choisit bien ses partenaires et ses marques partenaires, avec du vrai business derrière, parce que c'est bien de faire de la com, mais c'est mieux de transformer encore. Et donc toute la finalité, c'est bien ça. Donc là, nous sommes vraiment rentrés dans ce monde des nouveaux espaces de la relation client. Nous avons connu ces dernières années en fait une évolution drastique
des métiers du document, du contenu, du véhicule d'information. D'après vous, quelle est votre vision du document et des métiers du document dans les 5 ans? Si on se projette dans l'avenir, quel sera notre avenir finalement? Alors, mon avenir, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le marché du document, on peut dire qu'il est quand même en profonde mutation aujourd'hui. Et en mon sens, les acteurs d'aujourd'hui ne seront sûrement pas les acteurs de demain. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a certaines sociétés qui ont bien compris qu'il y avait du changement, et certains éditeurs, je parle plus de produits bien sûr, c'est plus mon métier, ont bien compris cet enjeu et commencent à s'organiser en créant des solutions globales et en approchant la communication d'une façon différente. Je suis un petit peu plus optimiste sur la capacité d'adaptation des acteurs, parce qu'on voit passer, et notamment avec Loïc, puisqu'on participe à quelques cercles extra-professionnels en commun, on voit passer notamment des innovations qui sont absolument, et très sérieux. On voit passer en ce moment, puisqu'on a ce thème de l'innovation, des innovations qui sont assez bluffantes et qui montrent quand même que le tissu industriel que je vais qualifier de traditionnel est en train de, a pris conscience, et 2, pour un certain nombre d'entre eux, heureusement d'ailleurs, sont en train de très clairement évoluer et d'offrir donc des solutions. Alors, moi, je suis d'un naturel optimiste. Donc, voilà. 5 ans, c'est très court. Oui. Et donc, 5 ans, de toute façon, ce sont les impulsions qu'on est en train de donner maintenant. Et objectivement, on est tous en train d'œuvrer, plus ou moins fortement, mais pour une connectivité de plus en plus forte et une fluidité de plus en plus importante entre digital et physique, au sens très large. Et on va aller de plus en plus dans cette direction-là. Là aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour optimiser, maximiser le retour sur investissement, c'est-à-dire faire passer à l'acte, à la transaction ou à la réputation positive. Donc, pour moi, l'avenir à 5 ans, il est loin d'être catastrophique, et on va voir effectivement des très fortes impulsions de petits et de très gros acteurs sur le marché. Je partage complètement ce que vient de dire Sylvie. Je pense que la première question que tu as posée, Corinne, c'est qu'est-ce qui a changé? Je pense que ce qui a changé, c'est que le consommateur final a pris le pouvoir ces dernières années. C'est lui qui décide de quelles sont les marques avec lesquelles il a envie de converser. Et en ce sens, ça y est, ça commence à évoluer un peu. On a parlé pendant longtemps de CRM, mais on est rentré dans le monde du VRM, Vendor Relationship Management. Ce sont les clients finaux qui décident aujourd'hui à l'intérieur d'une communauté quelles sont les marques qui l'autorisent à lui parler. D'ailleurs, on peut voir que toute marque soit-elle, quelle que soit la marque, aujourd'hui la gestion de la e-réputation dans les entreprises, je crois que c'est Sylvie qui en a parlé, est devenue un point clé. Donc le document dans 5 ans, c'est simplement le document que le client final voudra. C'est lui qui va décider. C'est lui qui va décider de quelle façon il veut être touché, de quelle façon il veut que ces marques lui parlent. Est-ce que c'est sur le web? Est-ce que c'est sur le mobile? J'ai un de nos associés hier qui disait dans une conférence, la Sainte Trinité a changé. Il disait, on connaît le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et il dit, maintenant, la nouvelle Sainte Trinité, c'est le web, le social et le mobile. Oui, c'est vrai, mais le document papier en particulier, sera un vecteur, un véhicule de cette communication pour toucher le client de la façon dont le consommateur final aura décidé. C'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Sainte Trinité, mais une quadrinité, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a juste un point, on vit dans un continent qui s'appelle l'Europe, dans un monde développé et dans des sociétés avec des sociétés vieillissantes. Je pense qu'il ne faut pas tirer trop vite un trait sur la proximité physique. Et d'ailleurs, pour preuve, des pure players du digital, de plus en plus, se lient de partenariats, d'amitié, de capitaux avec des gens qui ont cette proximité physique. Et ça va être très probablement un point très discriminant, parce qu'il faut savoir communiquer de plusieurs manières possibles et le faire à bon escient, au bon moment, en fonction de ce que souhaite le consommateur ou l'entreprise d'ailleurs, parce que c'est valable aussi pour l'entreprise. Et je pense qu'il ne faut pas écarter trop vite la proximité physique. Oui, il y a à la fois ce monde de la relation physique, finalement, hein, de la proximité, et cette interaction client au travers des médias digitaux. Et vous avez le trigger marketing
qui est arrivé il y a peu de temps maintenant, qui implique vraiment une action marketing et plutôt email à différents moments du parcours d'achat du client. Voire du parcours d'achat, ça veut dire aussi de l'abandon d'un panier. Donc on est vraiment en effet dans à la fois ce que tu dis Loïc sur une interaction avec le client qui accepte donc un mode de communication non intrusif, ou en tout cas le moins intrusif possible, que l'on retrouve aussi sur les enveloppes avec une enveloppe vraiment personnalisée à l'attente du destinataire, et à la fois sur des parcours très très proches du client pour être le moins gênant possible vis-à-vis du consommateur. Oui, alors nous, l'objectif dans 5 ans, c'est que le papier soit encore plus présent dans l'acte final. Je vois bien un petit peu le papier devenir la synthèse de tout un ensemble de relations qu'on aura eues au préalable. Du dématérialisé, de l'immatériel, de l'analyse de comportement. Et au final, quand on achète quelque chose aujourd'hui, on signe un bon de commande, et le bon de commande, ça reste du papier. Donc nous, on parie sur le papier, et on parie sur le fait que ce papier à valeur ajoutée va apporter chez le client, d'une façon non intrusive, comme tu l'as dit Corinne, le résultat de tout un processus de communication qui aurait été fait au préalable. Oui, on voit vraiment que l'ensemble des efforts qui sont réalisés, finalement, vont vers... on essaie de faire que le consommateur ne va pas rejeter finalement cette consommation en règle générale et cette communication. Donc moi, je voudrais vous poser une question peut-être impertinente. Le slogan de Graphitech cette année, c'est « Nos limites ». Donc j'ai pris mon petit badge, que je trouve très très mignon. Mais pour vous, c'est quoi finalement dans nos métiers le « nos limites » ? Moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est il n'y a plus aucune limite technique, informatique. La seule limite, c'est ce que le marketeur a envie de faire, ce que le marketeur peut faire. Mais nos limites, il y a nos limites dans les outils de production aujourd'hui. On est capable de donner sens à une quelconque communication, quelle qu'elle soit, papier, rebond print, rebond web, social, mobile. Voilà, nos limites au niveau des technologies. Sur effectivement ce no limit au niveau technologie, et là je me place plus avec ma casquette marketing, effectivement c'est plus de limite à l'innovation, plus de limite à l'hybridation, plus de limite à la fluidité des messages, et je rebondis donc et je reviens à l'origine du débat, on est bien dans la communication, et on est aussi dans une logique donc, de résultats, de performance, de transformation, parce qu'effectivement à l'origine on n'a plus de limite technique ou quasiment plus. C'est pour ça que je ne partage pas tout à fait le point de Charles sur le fait que le papier va rester dans la transaction. Je pense qu'au contraire, il va complètement disparaître de la transaction. Mais en revanche, il a une vraie valeur en amont de la transaction ou en aval de la transaction pour justement travailler cette relation. Mais sur la transaction elle-même, je pense qu'on va dématérialiser de plus en plus rapidement la facturation. Voilà. Mais c'est un point de vue. Evelyne. Je pense qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses, notamment sur les aspects technologiques. Ce qui est sûr, c'est que je crois que les entreprises doivent regarder la communication comme avec la valeur ajoutée que ça apporte, et non plus comme un poste de coût en tant que tel, comme ça a été fait jusqu'à maintenant. Voilà. Mais c'est vrai que nos limites, soyons fous, quoi. Voilà. Charles. Moi, j'aurais orthographié ça différemment. J'aurais mis un S après nos et ES après limite. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous arrête, ce sont nos limites. Et nous, en tant que concepteurs, notre travail, c'est de repousser au plus loin les limites techniques pour que vos limites ne soient plus nos limites. Et l'écrit dans tout ça, finalement? La communication reste de l'écrit, l'information, c'est de l'écrit. Il en restera quoi? Parce qu'on le voit bien sur le web, cette flopée d'informations vraies ou fausses. Qu'est-ce que, d'après vous, en prospective, où est-ce que l'on va avec cet écrit? Moi, je crois beaucoup à la valeur de l'écrit. Oui, ce que j'allais dire parce aussi. Écrit sous quelque canal que ce soit. Oui. Mais je crois beaucoup à la valeur de l'écrit et à de la structuration de la communication pour donner du sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une immédiateté qui se transporte sur du Twitter, sur des choses comme ça, qui vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, finalement.
qui est plus de l'ordre de la rubrique People ou de l'information instantanée, soit parce qu'il y a un danger, soit parce qu'il y a une information très brève à partager. C'est une façon de travailler l'information, mais le fond même, et pour construire une relation client, une réputation de marque, une image de marque, et avec ses différentes composantes, qu'elles soient externes, internes, marque employeur, etc., il faut du sens, il faut du contenu, et il faut le structurer. Il faut un début, un milieu, une fin, une thèse, antithèse, synthèse, pour reprendre ceux qui ont fait des cursus assez classiques. Et je crois beaucoup, moi, à la valeur de l'écrit. Et je pense qu'il y a une catégorie professionnelle qui a un avenir fantastique. Si elle voulait bouger ses limites, ce sont les journalistes. Parce que ce sont les acteurs potentiels ce qu'on appelle le brand content en anglais, pour parler horriblement mal. C'est pas pour rien qu'on dit que les écrits restent. Absolument. Tout à fait. Mais c'est vrai que l'écrit avec le web et les réseaux sociaux, en fait, je pense qu'il il prend de plus en plus d'importance. Et de toute façon, l'écrit est fondamental en fait dans la confiance que peut avoir un client ou un prospect, etc. Et surtout la reconnaissance qu'il ressent à travers ce qui est indiqué. Et d'ailleurs, pour faire encore un petit trait d'humour, si tant est que vous preniez ça pour de l'humour, mais il y en a un qui avait super bien compris le truc, il s'appelle, parce qu'il est toujours vivant me semble-t-il, Philippe Aki. Il avait compris le truc quand il avait fait Match, le poids des mots, le choc des photos. Oui. Et en fait, l'alliance des deux, et notamment l'émergence, le développement extrêmement fort de la vidéo, allié à du contenu structuré, ça a vraiment de la puissance. Eh ben, contrairement à toi, Sylvie, moi je suis d'accord avec ce que tu dis. et c'est vrai que l'écrit reste une valeur refuge. On est condamné à être agressé, et c'est de l'agression de temps en temps, par des flashs, des choses qui arrivent sur votre mobile, dans votre radio. N'importe quoi se passe à travers n'importe où dans le monde, on est au courant tout de suite. Et l'écrit, le fait de pouvoir se référer, le fait de pouvoir revenir en arrière sur quelque chose qui a été inscrit quelque part, c'est rassurant. Et ça permet aussi de se recentrer, nous, en tant qu'humains, dans une collectivité. Parce qu'on n'est pas que individu. Et là, on fait un peu l'éloge de l'individualité avec la communication, et l'écrit nous ramène au statut de collectivité. Merci à vous quatre. Merci d'avoir consacré du temps à cette table ronde. Et j'espère vraiment vous retrouver dans 2 ans pour avoir vos prochaines perspectives pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir.